Bonjour, bienvenue à cette édition 2021 de la Semaine du cerveau. Je suis Nicolas Sergent, donc directeur de recherche à l'INSERM, dans le centre de recherche Lille Neurosciences et Cognition à Lille. Et l'objet de cette présentation aujourd'hui aura peut-être comme objectif de faire une actualité sur les avancées de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Donc, comme vous le savez, la maladie d'Alzheimer est une maladie qui touche le cerveau. Donc, avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, il est peut-être important de rappeler un peu ce qu'est cet organe qui est au centre de nos préoccupations et qui est souvent la source d'inspiration, comme on peut le voir ici avec ces nombreuses communications qui sont faites dans les journaux, ou voire même dans des livres. On peut voir ici le livre de Stanislas Dehaene, ou encore celui du professeur Sablenière qui interviendra ce jeudi pour parler également du cerveau. Il est également source d'inquiétude. On peut voir ici que ces inquiétudes peuvent concerner les troubles de la mémoire, c'est le cas dans la maladie d'Alzheimer, ou encore les troubles du sommeil, l'influence des réseaux sociaux et de l'utilisation de l'informatique chez l'enfant, les drogues ou bien entendu le plan maladie neurodégénérative qui est encore d'actualité en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer. Donc le cerveau nous concerne tous, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, et c'est vraiment l'objet d'une attention particulière pour le monde de la recherche et le développement diagnostique et thérapeutique. Le cerveau est connu depuis l'Antiquité, et ici on peut voir que déjà les Égyptiens avaient décrit cet organe, le cerveau, qu'on peut voir ici représenté par ces hiéroglyphes, et ils avaient déjà décrit avec détail l'anatomie du cerveau, puisqu'ils décrivent pour ce cerveau des sillons et des circonvolutions, que cet organe qui est entouré par la boîte crânienne, formée d'os, est également protégé par une membrane qu'on appelle les méninges, et qu'il baigne dans un liquide qui est le liquide céphalorachidien. Donc c'est un organe qui a cette particularité, c'est qu'il est difficile d'accès à la différence du reste du corps, puisque protégé par cette structure osseuse, la boîte crânienne. Or, le cerveau représente quand même une part importante du fonctionnement de l'organisme humain. Il pèse entre 1,2 et 1,5 kg et il représente 2 à 3% du poids du corps au total, et il consomme pour autant 20% de l'énergie sous forme de glucose pour être fonctionnel et permettre l'ensemble de son activité, c'est-à-dire une consommation entre 100 et 140 grammes de glucose par jour. Il est structuré un peu comme une maison. Nous allons prendre cette image de la maison, mais avec différents compartiments. On y reconnaît un cerveau reptilien, un système limbique et le néocortex, structure cérébrale qu'on suppose à l'heure actuelle avoir évolué différemment suivant les espèces animales. Et en ce qui concerne l'homme, c'est en particulier notable ici sur cette illustration, c'est le néocortex. Donc cette partie grise qui est très développée chez l'homme, et on y décrit des structures que je vous apporte ici parce qu'il est important de vous décrire ces structures pour la suite de la compréhension des avancées qui ont pu être faites dans la maladie d'Alzheimer. Donc dans ces structures, on y reconnaît un pôle frontal, la partie antérieure, avec une grande division dans cette partie antérieure par rapport à la partie postérieure qui est la scissure centrale qu'on voit ici, une partie en rose qui est le lobe pariétal. On a une région ici qui nous intéresse tout particulièrement, qui est une région qui contient le centre de la mémoire, qui est le lobe temporal, avec une partie interne où on reconnaît le système limbique, avec en particulier la formation hippocampique, qui va régir en fait tous les processus de mémoire chez l'homme. Et donc on peut voir ici cette structure du cerveau humain, avec dans la partie la plus postérieure le cortex occipital, qui est important pour tout ce qui est la vision, et le cervelet, qui est une autre partie du cerveau qui est importante pour réguler l'ensemble des fonctions. Chose qui a permis des avancées très importantes dans la compréhension du fonctionnement cérébral, c'est l'imagerie par résonance magnétique,
qui est un outil qu'on peut voir ici sur l'illustration centrale, où on place un homme dans un tube, et cette résonance magnétique va permettre en fait de visualiser très précisément les structures du cerveau. On peut avoir ici des images à l'échelle anatomique en IRM, mais il existe ainsi différents types d'IRM qui peuvent être des IRM fonctionnels permettant de visualiser le fonctionnement de régions du cerveau, ou encore l'IRM de diffusion qui permettent de voir en fait comment les régions cérébrales sont interconnectées par des faisceaux de connexion donc, entre ces différentes régions, et comprendre ainsi comment fonctionne le cerveau, ou comment, à l'inverse, dans le contexte de pathologie, ce cerveau peut être altéré. C'est ainsi qu'on a pu définir en fait des régions cérébrales en fonction de cet IRM fonctionnel. On peut voir ici en vert les régions en vert qui sont associées avec les processus de lecture, en bleu les processus de calcul, et en violet les fonctions exécutives. Alors vous vous rappelez, je vous en ai juste parlé, ici vous avez ici la région frontale, on reconnaît, la région pariétale, la région temporale, et ici la région occipitale. Vous voyez que dans le processus de lecture, qui est le cortex visuel, on fait intervenir une petite région du cortex visuel pour la lecture. Pour les fonctions exécutives, qui sont des fonctions nécessaires à l'activité de planification, d'organisation, d'élaboration de stratégie, on fait plus intervenir des régions frontales, qui est une région qui intervient également dans les relations sociales chez l'homme, et qui est une fonction particulière également chez la personne âgée, c'est le maintien de cette mémoire à long terme. Et on peut toujours, par ces techniques d'imagerie, aller visualiser également comment le cerveau consomme cette énergie et produit cette énergie, puisque vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la source d'énergie principale pour le cerveau est le glucose, et on peut voir ici cette consommation du glucose chez un sujet tout à fait normal. On voit plus il y a de consommation de glucose, plus les zones sont rouges. Et à l'inverse, chez un patient, on peut observer une diminution de cette consommation de glucose. Et en fonction de cette coloration et de cette consommation, on peut y associer donc une fonctionnalité, en particulier du cerveau. Donc vous avez ici une hyperactivité cérébrale, vous voyez bien cette coloration très intense, à l'inverse d'une hypoactivité cérébrale, où vous voyez une diminution de l'activité et de la consommation du glucose. Le cerveau, dans sa structure, est constitué d'un certain nombre de cellules que je vais vous décrire succinctement, mais on a besoin de cette connaissance pour mieux aborder en fait les problématiques qui sont liées à la maladie d'Alzheimer, puisque cette maladie d'Alzheimer va toucher un peu l'ensemble de ces cellules. Bien entendu, elle va principalement toucher la composante neuronale, donc les neurones, qui sont ces cellules qui sont extrêmement différenciées, qui ont une fonction tout à fait singulière, c'est la transmission d'informations. Nous le verrons. Nous avons également des cellules qu'on associe au système immunitaire dans le cerveau, donc la microglie ou les astrocytes. On a également des vaisseaux. Ces vaisseaux maintiennent une perméabilité totale entre le sang circulant et le tissu cérébral. Et finalement, on a également des oligodendrocytes qui, eux, vont venir s'enrouler autour des prolongements des neurones pour permettre en fait un influx nerveux plus rapide. Donc retenez qu'on a un certain nombre autour des neurones, donc qui sont les cellules principales et fonctionnelles de l'information dans le cerveau, qui sont nécessaires à ce fonctionnement cérébral. Donc le neurone à proprement parler, on peut quelque part le comparer à un décodeur, un intégrateur qui va recevoir des informations, qui reçoit ces informations de par les prolongements ici qu'on appelle les dendrites, cette information qui va gagner ensuite le corps cellulaire, et ce corps cellulaire, lui, peut émettre également une information qui va être transmise cette fois-ci par une terminaison unique qu'on appelle l'axone, et terminaison unique qui va ensuite, par l'intermédiaire de synapses, permettre la transmission de cette information donc à d'autres cellules et à d'autres neurones. Comment se fait ce transfert d'informations ? C'est une particularité tout à fait singulière de la cellule nerveuse, du neurone, c'est que cette information est transmise sous la forme d'un signal électrique
qui est due à un changement très localisé de la polarité du neurone. Et donc on va avoir une transmission tout le long, comme on peut le voir ici sur cette illustration, de cet influx électrique, ici représenté en bleu. Et lorsqu'on a, je vous en ai parlé, donc ces gaines de myéline par les oligodendrocytes, on peut voir que cette transmission est beaucoup plus rapide, puisqu'elle se fait directement dans les intervalles qui existent entre ces éléments. Autre chose tout à fait singulière pour ces neurones, c'est qu'il a la capacité de transformer cette information électrique en une information chimique, puisqu'à l'arrivée de la synapse, c'est-à-dire l'élément le plus distal, le plus éloigné du corps cellulaire, on a un ensemble de petites vésicules qui contiennent des médiateurs chimiques, les neurotransmetteurs, qui vont être, suite à cet influx électrique, libérés dans la fente synaptique pour transmettre cette information sous la forme d'un messager chimique vers des récepteurs qui se trouvent cette fois-ci au niveau du récepteur et permettre ainsi la création d'un nouvel influx nerveux qui va gagner le corps cellulaire. Donc il est important de retenir que ce neurone, cette cellule hautement spécialisée, est très différenciée à cette particularité de pouvoir générer des messagers sous la forme électrique qui vont être conduits très rapidement vers les extrémités, et à ces extrémités, un médiateur chimique qui va être libéré pour une transmission de cette information. Bien entendu, ce schéma est relativement simplifié, et je vous avais montré dans les diapositives l'existence d'autres cellules, et ces cellules interviennent également dans la régulation et le contrôle de cette transmission synaptique. On peut bien entendu chez l'homme mesurer un certain nombre de ces signaux électriques, même à la surface, et on mesure ainsi les ondes de l'activité cérébrale, comme ici les ondes alpha, les ondes bêta, θ ou delta, qui permettent de mesurer en fait cette activité électrique à l'extérieur du cerveau. Donc vous comprenez que le cerveau est un organe extrêmement complexe qui est constitué de 86 milliards de neurones qui sont connectés entre eux et qui permettent d'assurer l'ensemble des fonctions nécessaires à la fois pour le fonctionnement de l'organisme, mais également pour toutes les fonctions cognitives qui permettent à l'individu d'évoluer dans son environnement. On peut ainsi, toujours par ces images obtenues en imagerie par IRM de diffusion, mesurer ainsi l'ensemble de ces connexions entre les territoires cérébraux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les territoires qui permettent de réguler la lecture ou ceux qui permettent de réguler les fonctions exécutives, et ainsi regarder à l'aide de ces images toute altération possible qu'on peut retrouver dans les maladies neurodégénératives. C'est d'ailleurs parfois ce qui arrive, c'est-à-dire que le cerveau peut nous jouer des tours. C'est souvent un jeu qu'on peut observer. Et ici, par exemple, on se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on a une attirance toute particulière pour l'une ou l'autre des deux images et qui nous apparaissent comme ça en première intention tout à fait identiques. Et généralement, c'est l'image de droite qui trouve sa préférence parce que vous remarquerez qu'on a un travail sur la symétrie, mais surtout sur les pupilles qui sont plus dilatées sur cette image, et donc une préférence pour l'image avec cette pupille dilatée plutôt que pour l'autre. On a parfois des trompe-l'œil, comme sur cette illustration. Vous pouvez voir qu'à la fois sur cette terrasse, on a des individus qui se tiennent en dessous et au-dessus, alors que la terrasse ne présente qu'une seule face. Donc on est bien sur un trompe-l'œil que le cerveau est dans l'incapacité de décoder. C'est encore visible sur ce tableau de Salvador Dali, donc le marché des esclaves, où l'on peut voir en fait incrusté dans ce tableau, ici, une structure tout à fait singulière, que notre cerveau ne voit pas a priori, mais si on y prête particulièrement attention, on va reconnaître en fait un buste, le buste de Voltaire, qu'on retrouve ici dessiné à l'intérieur même du tableau, et qui constitue donc une modification de la vision de ce tableau. Donc la maladie d'Alzheimer est une maladie qui apparaît surtout avec le vieillissement, et le vieillissement en constitue son facteur de risque majeur, et le vieillissement peut être tout à fait réussi. C'est le cas pour Jeanne Calment qui a vécu pleinement jusqu'à l'âge de 120 ans, ou encore cette
cette jeune japonaise de 117 ans, qui est née en 1903 et qui est toujours vivante et qui a un cerveau pleinement fonctionnel. Néanmoins, avec le vieillissement, on peut avoir un certain nombre de troubles du cerveau, les troubles 10, avec des troubles soit du langage pour la dysphasie, des troubles de la lecture avec la dyslexie, des problèmes d'orthographe qui peuvent toucher un grand nombre d'individus, la dysorthographie, les problèmes de gestes, et nous le verrons dans la maladie d'Alzheimer que ces gestes peuvent avoir un retentissement sur l'activité, c'est le cas de la dysgraphie, des troubles de conception et de réalisation, la dyspraxie, ou encore des troubles de l'acquisition des maths, des nombres, qui est la dyscalculie. Donc on peut voir que le fonctionnement du cerveau peut être altéré, et altéré dans un certain nombre de fonctions qui lui sont propres et qui sont gérées par l'ensemble des territoires cérébraux. Pour illustrer ce que peut faire la maladie d'Alzheimer, l'histoire de cet artiste peintre, William Hutter Mullen, né en 1933 et décédé en 2007, est une belle illustration de ce que peut faire la maladie d'Alzheimer sur les fonctions cérébrales. Ce peintre était connu pour surtout faire des autoportraits, et on peut voir cet autoportrait en parallèle de cette illustration de ce peintre. Et avec le vieillissement, une évolution de ces autoportraits, certes, qui peuvent évoluer également par un choix artistique. Ici, en 1933, on reconnaît très très bien l'image de William Hutter Mullen à cet âge-là. Et par contre, avec le vieillissement, déjà quelques altérations dans la représentation de cet autoportrait, et autoportrait qui va au fur et à mesure changer énormément, voire même avec des images qui réduisent complètement la propre reconnaissance d'un autoportrait de cet artiste, et jusqu'à l'incapacité en fait de représenter sa propre image. Et on peut voir encore ici sur ce croquis donc cette incapacité à représenter son autoportrait et donc à réaliser ce qu'il a réalisé durant toute sa vie. Donc on comprend bien que la maladie d'Alzheimer est particulièrement complexe parce que c'est une maladie qui va arriver avec le vieillissement, qui est un processus extrêmement lent, qui va prendre des dizaines d'années. Et la maladie d'Alzheimer n'est pas le résultante d'une seule cause. Il existe certes quelques formes génétiques de maladie d'Alzheimer qui sont très rares, mais les causes de la maladie d'Alzheimer et les facteurs de risque sont multiples. Nous verrons les avancées qui ont pu être faites au niveau de la génétique, qui aident à mieux comprendre peut-être l'origine et les risques associés à la maladie d'Alzheimer. On sait que l'environnement peut avoir une influence tout à fait importante, puisque ce même environnement va influencer le vieillissement de l'individu. On va avoir des facteurs qui peuvent être soit protecteurs, soit aggravateurs. Les pesticides, les syndromes métaboliques, le stress sont des facteurs qui peuvent être pesés dans la balance du risque de développer une maladie d'Alzheimer. Ou à l'inverse, certains peuvent être protecteurs. L'éducation, la connaissance, les échanges, les rapports sociaux, le sport, certains antioxydants, la nourriture, voire même le vin, en consommation modérée bien entendu, peuvent être des facteurs qui peuvent influencer une évolution ou le développement d'une maladie d'Alzheimer et avoir dans certains cas des facteurs protecteurs. Et bien entendu, la maladie d'Alzheimer a ceci de terrible qu'elle a un retentissement effroyable sur le quotidien des patients qui en sont atteints, avec ces représentations qu'on peut voir sur des informations qui ont été faites dans des vidéos publicitaires. Et on peut voir ici le problème de perdition, la mauvaise utilisation où on se trompe de nourriture, ou même de placer des poissons rouges au frigo. Et il existe bien entendu également des formes très rares, mais des formes juvéniles de maladie d'Alzheimer. Donc la maladie d'Alzheimer, vous l'aurez bien compris, est une maladie qui touche principalement et essentiellement le cerveau,
Et on peut voir ici le retentissement de cette pathologie, ne serait-ce qu'à l'échelle macroscopique, à l'échelle du cerveau, où on peut voir cette perte de matériel et donc un dessin beaucoup plus prononcé de ces circonvolutions. Vous reconnaissez la partie antérieure, frontale, le temporal, à nouveau l'occipital et le cervelet. Et vous voyez que par rapport à un cerveau normal du même âge, les sillons ici sont beaucoup plus étroits, alors qu'il y a une perte de matière très forte dans la partie frontale et dans la partie temporale, qu'on voit en particulier ici chez un patient atteint de maladie d'Alzheimer. Avec les procédés d'imagerie, on peut accéder et visualiser donc ces processus d'atrophie et leur donner un score. C'est l'échelle de Sheltens qui, par imagerie et par résonance magnétique, on peut voir et qui est basée sur en fait, la morphologie essentiellement de l'hippocampe. Et on peut voir ici cette perte de matériel à des stades bien avancés de la maladie d'Alzheimer et cette perte également des sillons qui gagnent en profondeur et l'élargissement des ventricules au niveau du cerveau. Donc la maladie d'Alzheimer se voit déjà à l'échelle du cerveau en lui-même et est reflétée ensuite par des altérations au niveau cellulaire. Pour cela, il est important cette fois-ci d'aller regarder ce qu'il se passe directement dans le cerveau et décrire les lésions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Lésions qui maintenant ont été décrites depuis plus de 100 ans, puisque c'est Alois Alzheimer en 1906, et on peut voir les schémas originaux qui ont été faits avec la coloration argentique qui était émergente à l'époque et le microscope qui ont permis de visualiser ces lésions tout à fait caractéristiques en petites flammes qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire, caractérisée par l'accumulation dans le neurone que l'on peut voir ici de substances fibrillaires dans ce neurone en dégénérescence. Avec, comme dans une cellule, on peut y reconnaître un noyau et parfois, à des stades beaucoup plus avancés, une disparition des noyaux et uniquement ces enchevêtrements dans le neurone qui représentent un fantôme de neurone puisqu'il ne reste plus que ces agrégats. Ça, c'est une lésion particulière de la maladie d'Alzheimer. L'autre lésion sont les plaques séniles qui sont constituées par un dépôt dans le parenchyme cérébral, dans les structures qui sont non cellulaires, de substances amyloïdes qu'on peut voir ici. Et au pourtour de cette substance amyloïde, des dégénérescences de neurones qui sont connectés à cette substance amyloïde et qui constituent donc les plaques séniles avec cette plaque amyloïde et les dégénérescences neuritiques autour. Donc ce qui définit la maladie d'Alzheimer, et là c'est particulièrement important, c'est la présence de ces deux lésions. Pour avoir une maladie d'Alzheimer, il faut les deux lésions, une dégénérescence neurofibrillaire et des plaques séniles. Fait important également, et ça a fait l'objet d'études qui ont pu être confirmées et reconfirmées, c'est que, en particulier, les neurones qui meurent, donc ces neurones qui forment une dégénérescence neurofibrillaire, vont suivre une évolution qui est toujours la même, qui commence dans la formation hippocampique, vous vous souvenez, je vous parlais du système limbique, dans cette formation hippocampique, dans la partie interne du cortex temporal, pour gagner ensuite le cortex temporal dans sa partie interne et le cortex frontal ici, ce qu'on appelle les régions polymodales associatives. Et c'est à partir du moment où on a cette atteinte des régions polymodales associatives qu'on va avoir les premiers signes de la maladie d'Alzheimer, pour gagner ensuite les autres territoires cérébraux et terminer dans ces deux régions, une qu'on appelle le cortex moteur, donc qui permet de contrôler l'activité motrice, les mouvements chez l'homme, et le cortex visuel qui permet de régler la vision. On sait ainsi, et ce n'est pas une surprise, c'est que même chez les individus atteints d'une forme de maladie d'Alzheimer, les fonctions motrices sont bien préservées et la vision est également bien préservée. À l'inverse, la mémoire spatiale et un certain nombre d'autres fonctions cognitives, il en faut 3 pour définir une maladie d'Alzheimer, sont touchés chez ces patients. Et on sait que cette atteinte très progressive et très lente est associée avec l'apparition des signes jusqu'à la démence. Et vous pouvez voir ici représenté en résumé donc ces autoportraits de William Hutter Molen. Également une représentation qu'on demande souvent aux patients, c'est-à-dire de représenter une montre, une horloge,
et les aiguilles de cette montre. Donc on a une perte, une atteinte des fonctions cognitives au fur et à mesure de cette maladie d'Alzheimer. Donc revenons particulièrement au mécanisme de cette maladie d'Alzheimer, à tous ces facteurs qu'on retrouve importants en lien avec le vieillissement et qui vont être à l'origine de l'apparition donc de ces lésions que sont cette dégénérescence neurofibrillaire et ces dépôts amyloïdes. La génétique d'abord. La génétique est importante. Elle est importante également parce que nous avons un excellent laboratoire à l'Institut Pasteur de Lille qui travaille sur ces facteurs génétiques et qui, depuis des dizaines d'années, avec le professeur Philippe Amouyel et Jean-Charles Lambert, caractérise en fait l'ensemble de ces facteurs génétiques qui sont susceptibles de peser sur le développement d'une maladie d'Alzheimer ou peut-être à l'inverse, trouver des gènes qui pourraient être protecteurs. Vous pouvez voir ici sur cette représentation qu'il y a en fait un grand nombre de facteurs génétiques. Alors cette représentation est peut-être un peu compliquée, mais restons simples et regardons ce qui est écrit ici en rouge. On a ici les facteurs génétiques qui sont la cause du développement d'une maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que les mutations qu'on retrouve sur ces gènes sont associées à des formes de maladie d'Alzheimer de type familial, c'est-à-dire que les individus qui sont porteurs des mutations vont développer la maladie, et on retrouve ça dans les formes jeunes, mais il est important de noter que ces mutations sont rares. On a ensuite des mutations dans ces gènes, SOREL1, TREM2 ou ABCA7, qui eux sont associés avec un risque élevé de développer une maladie d'Alzheimer. D'autres facteurs de risque tels que l'APOE sont également des facteurs de risque importants du développement d'une maladie d'Alzheimer. Vous avez quelques gènes qu'on retrouve associés cette fois-ci avec une protection. Et comme il existe différents types de gènes pour l'APOE, on voit ici l'APOE epsilon 4, on voit que l'epsilon 3, lui par contre, ou l'epsilon 2, s'avère plutôt protecteur contre le développement d'une maladie d'Alzheimer. Et vous retrouvez ici l'ensemble des gènes qui sont, eux, des facteurs de risque. En quoi cette génétique est-elle importante pour comprendre la maladie d'Alzheimer ? Quelque part, les gènes sont le matériel qui nous est transmis à la naissance et avec lequel nous allons vieillir. Et l'influence du vieillissement va également être le résultat de l'influence de ces gènes sur le vieillissement. Et donc chacun de ces gènes et leur variant est propre à chaque individu. Et chaque individu étant constitué de différentes combinaisons de ces gènes va avoir en fait un risque associé. Et on pourrait tout à fait imaginer à l'avenir pouvoir définir une carte pour chacun des individus qui permettrait d'établir un score de risque de développement d'une maladie d'Alzheimer et peut-être envisager une approche thérapeutique ou préventive qui soit destinée spécifiquement à chacun des individus. L'importance pour les chercheurs cette fois-ci, c'est de mettre en lien ces facteurs génétiques avec la fonction de ces gènes et la fonction en particulier au niveau du cerveau. Alors là, encore une fois, c'est une représentation issue d'une publication et qui est très compliquée, mais je vais revenir à une notion simple que je vous ai évoquée tout à l'heure, c'est le neurone avec sa synapse. Donc avec l'axone qui transporte l'information et le messager chimique. Et ici, vous avez par contre la dendrite qui va recevoir cette information. Et vous avez la microglie, la réponse immunitaire, la réponse inflammatoire et l'astrocyte, que je vous disais être essentiel à la régulation donc, de cette fonction synaptique. Et il s'avère en fait que ces gènes qu'on retrouve ici, que j'ai mis également en rouge, que ces gènes apparaissent importants à la fois pour la formation des lésions, pour l'élimination des lésions, et cette élimination elle passe par la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire l'élimination des déchets produits par le cerveau vers le sang, mais également dans la régulation de la fonction synaptique, qu'on pourrait évoquer, qu'on appelle également la plasticité synaptique, c'est-à-dire la capacité à générer de nouvelles connexions ou à l'inverse d'éliminer des connexions qui sont moins utiles au fonctionnement cérébral, et des gènes également qui interviennent dans la neuroinflammation qui prend une part de plus en plus importante dans les mécanismes associés avec le développement d'une maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez tout le retentissement que la connaissance de ces facteurs génétiques peut avoir sur la compréhension de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, bien entendu, avec ces lésions, a un retentissement également sur le fonctionnement du neurone.
je vous le disais tout à l'heure, ce neurone va produire un influx nerveux qui va être ensuite transmis vers son extrémité pour libérer le médiateur chimique. Mais un des constituants essentiels de ce neurone pour véhiculer cette transmission chimique sont les rails, qu'on appelle les microtubules, qui sont représentés ici. Et la protéine qui structure ces rails, les traverses de chemin de fer, sont en fait les constituants de cette dégénérescence neurofibrillaire. Et lorsque cette protéine s'agrège, elle n'est plus fonctionnelle. On voit donc un amas de traverses de chemin de fer qui vient complètement bloquer cette signalisation neuronale et donc altérer l'information qui sera transmise par le neurone qui dégénère. Donc on peut voir en fait qu'il y a une relation directe entre la formation de ces lésions et une perte fonctionnelle du neurone avec la maladie d'Alzheimer. C'est également une grande problématique, c'est l'élimination des déchets du cerveau, c'est-à-dire cette capacité au cerveau de pouvoir éliminer des protéines qui ne sont plus nécessaires à la fonctionnalité et l'éliminer par voie normale, c'est-à-dire par le sang. Et on suppose qu'il y a une altération également de l'élimination de ces déchets lors de la maladie d'Alzheimer qui contribue en fait à la formation de ces dépôts amyloïdes. Chose beaucoup plus récente, c'est que commence à émerger l'idée que le fait que ces lésions suivent systématiquement le même chemin anatomique dans le cerveau des patients qui sont atteints et qui développent une maladie d'Alzheimer a amené les chercheurs à se poser la question de savoir mais comment c'était possible de suivre systématiquement toujours le même chemin. C'est pas l'arrière du cerveau qui est touché d'abord, puis l'avant du cerveau, ou c'est pas le haut, puis le bas. Non, c'est toujours cette formation hippocampique, le siège de la mémoire, les régions temporales, puis le reste du cerveau, et finalement, vraiment dans les cas les plus graves, ce cortex moteur et ce cortex visuel. Et pour expliquer ce chemin progressif et cette évolution extrêmement lente, puisque pendant des dizaines d'années, ces lésions peuvent évoluer de cette formation hippocampique pour toucher ensuite les régions polymodales associatives et rester et demeurer silencieuses pendant plusieurs années. L'idée est venue en fait du Creutzfeldt-Jakob et des maladies à prions, qui suggèrent que potentiellement les constituants des lésions des neurones qui dégénèrent ont le pouvoir de se transmettre d'une cellule à une autre, et cette transmission d'une cellule à une autre pourrait très bien illustrer en fait que les régions qui sont interconnectées sont le fait d'un transfert de matériel qui va conduire à la dégénérescence des neurones qui sont interconnectés entre ces différentes régions. Comment la recherche a pu arriver à cette hypothèse ? Donc, on voit ici ce neurone qui dégénère dans cette formation hippocampique, donc la première région à être touchée dans la maladie d'Alzheimer. Elle va libérer, par hypothèse, cette protéine qui est agrégée. Et cette protéine agrégée va ensuite pénétrer la cellule à laquelle elle est connectée et induire une transformation de la protéine à l'intérieur des cellules infectées et conduire donc à l'agrégation à nouveau dans ces neurones connectés. Donc on a un processus de transfert d'un matériel, d'un neurone qui dégénère, vers un neurone sain et une transformation de la protéine saine en une protéine agrégée. C'est cette hypothèse qui trouve de plus en plus de démonstrations par les scientifiques. Et la révolution technologique a permis de miniaturiser, de rendre très petit cette étude à l'aide de dispositifs, ce qu'on appelle des chambres microfluidiques. On peut voir ici, vous voyez que cette chambre microfluidique ne fait pas plus de 2 cm. Et ici, on a 4 compartiments à l'intérieur desquels on va faire pousser des cellules nerveuses, des neurones, et neurones qui vont être en communication entre ces 2 compartiments par des tout petits canaux qu'on peut voir ici. Et donc permettre une connexion entre ces neurones de ces différents compartiments et étudier donc ces processus de propagation et comprendre et pouvoir agir sur ces mécanismes de propagation. On peut voir ici, on a coloré en vert
donc les agents de propagation, et si on les met dans le compartiment émetteur, au bout d'un certain temps, on les voit dans les prolongements des neurones émetteurs, qui vont ensuite être en connexion avec les neurones, cette fois-ci dans la chambre réceptrice, et on peut voir ici les grains verts, qu'on n'a pas mis du tout dans cette chambre, qui ont été transférés de ces neurones vers les neurones suivants. Donc ça permet véritablement, cette évolution technologique avec ces chambres microfluidiques, d'étudier les processus à l'échelle même du neurone et de regarder et de comprendre comment ces processus de propagation peuvent se produire et ensuite transférer ça dans un modèle intégré, dans des modèles animaux, et pour envisager à la fois un développement d'outils diagnostiques et des approches thérapeutiques. Beaucoup de progrès ont été faits également sur le développement en fait, de ce qu'on appelle d'agents de contraste, puisque la révolution d'imagerie a permis de visualiser les structures cérébrales avec une grande précision. Restait à développer des traceurs qui permettent en fait d'aller voir très précisément les lésions dans le cerveau du vivant du patient et donc d'anticiper l'apparition de ces lésions chez les individus. Donc on peut voir ici par exemple si j'ai un sujet normal, si on met ce composant, le PIB, le Pittsburgh Compound, on peut voir ici qu'on a très peu de signal dans le cerveau chez ce sujet témoin. À l'inverse, chez un patient atteint de maladie d'Alzheimer, on peut voir une imprégnation assez importante du cortex cérébral et donc qui est envahi par les dépôts amyloïdes, les plaques séniles. Et à l'heure actuelle, c'est une grande avancée, c'est la possibilité à la fois d'aller voir les processus de dégénérescence neurofibrillaire du vivant du patient en injectant cette fois-ci un traceur permettant de voir cette dégénérescence neurofibrillaire, mais également d'aller voir l'évolution des dépôts amyloïdes dans le cerveau. Alors c'est particulièrement important à la fois à l'échelle du diagnostic, puisqu'on peut faire maintenant un diagnostic avec beaucoup plus de précision, peut-être même alors que les patients vont développer quelques signes, quelques atteintes cognitives, mais c'est également une révolution, puisque ce sont des outils qui vont nous permettre maintenant aux scientifiques, mais également à l'industrie pharmaceutique, d'aller voir si les interventions thérapeutiques, c'est-à-dire si les drogues qui sont développées pour soigner la maladie d'Alzheimer, vont avoir une influence directe sur la disparition de ces lésions et donc démontrer véritablement l'efficacité d'un agent thérapeutique dans la maladie d'Alzheimer. On peut également, à l'heure actuelle, mesurer un certain nombre de marqueurs biologiques. Vous savez tous qu'on fait une prise de sang pour évaluer un certain nombre de constituants dans le sang permettant d'établir si on a une infection, si on est sujet à un dysfonctionnement métabolique. On peut mesurer ainsi certains constituants des lésions de la maladie d'Alzheimer et envisager donc une aide au diagnostic, que cette mesure soit faite dans le liquide cérébrospinal, donc dans le liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière, ou à l'inverse dans le sang, et qui permet en fait de venir compléter cette imagerie et les examens neuropsychologiques qui permettent d'être de plus en plus précis dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, puisque nous ne l'aborderons pas aujourd'hui, mais le diagnostic de démence de type Alzheimer se confond parfois avec d'autres démences qui ne sont pas une maladie d'Alzheimer. C'est, comme je vous le disais également, l'opportunité également de développer des modèles animaux qui permettent de comprendre et d'agir. Donc on développe à l'heure actuelle des modèles qu'on appelle humanisés, où on va mettre dans ces souris, ces animaux de laboratoire, les gènes qui sont responsables de la maladie d'Alzheimer, et donc modéliser à la fois la formation de ces dépôts amyloïdes qu'on peut voir ici, ces taches qui apparaissent dans le cortex de la souris, ou, comme on le fait au laboratoire, cette dégénérescence neurofibrillaire, donc ces neurones qui dégénèrent, qu'on peut voir ici parce qu'ils sont marqués à l'aide d'un anticorps dirigé contre les lésions, et on peut voir ce matériel fibrillaire qui s'accumule dans les neurones de ces animaux modifiés, et qui vont présenter également une atteinte d'un certain nombre de fonctions cognitives, et donc animaux qui vont servir à la fois à mieux comprendre le développement de cette maladie, mais à avoir également des interventions thérapeutiques pour essayer de trouver de nouveaux médicaments de cette maladie d'Alzheimer. Donc ces animaux ont déjà montré tout leur intérêt dans les stratégies qui ont été développées il y a une vingtaine d'années. C'est le cas ici avec la vaccination.
qui était déjà il y a 20 ans une découverte révolutionnaire, puisqu'il s'agissait d'immuniser ces animaux modifiés avec le constituant des dépôts amyloïdes et supposer que le système immunitaire, lorsqu'il est stimulé, va permettre d'éliminer une lésion qui se développe dans le cerveau. Et c'était une révolution à l'époque, puisqu'on peut voir effectivement que cette souris qui a été immunisée, qui normalement devait développer ces dépôts amyloïdes, s'avère être complètement protégée contre le développement de ces dépôts amyloïdes. Donc le concept était montré qu'on pouvait en fait vacciner contre un constituant qui s'accumule dans le cerveau et ainsi aboutir à une disparition de ces lésions. Néanmoins, quand on passe chez l'homme, c'est beaucoup plus compliqué. Comme je vous le disais, le problème, c'est que la démence Alzheimer n'est pas la seule maladie neurodégénérative et pour un essai thérapeutique chez l'homme, il faut pouvoir faire un diagnostic différentiel d'une maladie d'Alzheimer avec d'autres démences. Et ici, c'est le cas d'une démence à corps de Lévy où la patiente qui a été vaccinée a développé en fait un autre type de démence et elle n'a pas été vaccinée pour avoir une maladie d'Alzheimer. Donc on est confronté à l'heure actuelle à ces difficultés, c'est établir avec le plus de précision possible un diagnostic pour pouvoir évaluer au mieux le développement thérapeutique dans la maladie d'Alzheimer. Et ce sont ces évolutions d'imagerie combinées avec le développement des marqueurs biologiques sanguins et centraux qui sont véritablement l'espoir pour aborder cette thérapeutique. Et bien entendu, le développement industriel en région Hauts-de-France est également important puisqu'on a une société qui existe maintenant depuis plus de 10 ans qui a développé donc une molécule qui a maintenant son nom, qui s'appelle léséprogide, qui est développée et qui est en essai thérapeutique de phase 2 pour une maladie neurodégénérative rare qu'on appelle la paralysie supranucléaire progressive, qui est une maladie qui ressemble à une maladie de Parkinson, mais c'est surtout une maladie où il y a une grosse dégénérescence neurofibrillaire. Et donc on est dans l'attente de savoir si ces essais thérapeutiques vont aboutir potentiellement au développement d'une molécule contre le développement de cette dégénérescence neurofibrillaire. Au-delà des Hauts-de-France, ce développement est extrêmement dynamique. Et là, vous pouvez voir sur cette représentation relativement compliquée, avec les différents stades de développement d'une molécule, donc avec les essais cliniques de phase 1, de phase 2, mais ceux qui nous intéressent tout particulièrement sont ceux de phase 3, puisque ceux de phase 3, c'est véritablement de savoir si un médicament est efficace contre le développement de la maladie d'Alzheimer. Donc on a ce qu'on appelle des agents modifiant la pathologie. C'est un certain nombre d'anticorps qui sont pour certains encore en essai thérapeutique, ou c'est des molécules qui vont directement cibler les mécanismes et peut-être de nouvelles molécules contre les facteurs de risque génétiques qui ont pu être découverts récemment dans la maladie d'Alzheimer, ou à l'inverse des molécules qui, cette fois-ci, ont plutôt un repositionnement comme le ginkgo biloba ou d'autres molécules comme la nicotine ou des anti-inflammatoires ou le lithium qui sont des molécules qu'on repositionne potentiellement pour un traitement de la maladie d'Alzheimer. Donc on peut voir qu'on a effectivement ici une dynamique qui cible donc à la fois les dépôts amyloïdes, la dégénérescence neurofibrillaire, la plasticité neuronale, le métabolisme, l'inflammation, et donc toutes les composantes qui sont susceptibles d'être altérées dans la maladie d'Alzheimer. Et il s'avère qu'en regardant ce schéma, il n'y aura probablement pas un seul médicament ou un médicament unique pour traiter la maladie d'Alzheimer, mais une combinaison de molécules ou de stratégies qui aboutiront vers une amélioration, voire même une guérison de cette maladie d'Alzheimer. Néanmoins, il apparaît évidemment qu'une grande difficulté dans le traitement et dans les essais thérapeutiques de cette maladie d'Alzheimer, c'est que pendant des années, cette maladie d'Alzheimer est silencieuse et il est difficile de savoir à partir de quel moment un traitement doit être appliqué pour pouvoir influencer cette courbe d'évolution de la maladie d'Alzheimer, parce qu'on suppose ici ce qu'on appelle FAD, ce sont les formes familiales de maladie d'Alzheimer, et SAD, ce sont les formes sporadiques. Et pour infléchir l'évolution vers la démence, faut-il intervenir de façon très précoce, mais très précoce, ça veut dire intervenir chez des individus qui ont peut-être
ou n'ont peut-être pas d'atteinte cognitive ou des atteintes cognitives extrêmement légères, et donc de mieux sélectionner à l'aide de ces biomarqueurs et de ces marqueurs en imagerie cérébrale donc les patients susceptibles de rentrer dans un essai thérapeutique, de savoir si on va agir beaucoup plus tard, mais cette fois-ci, combien de temps devrons-nous agir pour infléchir cette courbe et faire qu'elle reparte à la diminution. Donc, il y a également toute une réflexion et beaucoup de progressions qui se font sur comment aborder la thérapeutique Alzheimer, et en particulier peut-être en agissant sur ces formes génétiques dont les familles sont très bien connues, et donc tester des molécules en particulier sur ces formes génétiques avant d'envisager des études beaucoup plus larges sur les formes sporadiques de maladie d'Alzheimer. Donc, au travers de cette présentation, j'espère avoir pu faire passer le message que la maladie d'Alzheimer a probablement une racine commune qui est le vieillissement, c'est-à-dire que le vieillissement est quelque chose qui a de multiples facteurs et un retentissement possible et probable à la fois sur l'émergence des deux processus lésionnels, ce qu'on appelle la pathologie amyloïde et la pathologie tau, mais qu'un certain nombre d'autres processus, l'inflammation, l'hypertension, l'oxydation, le métabolisme, viennent influencer l'émergence ou à l'inverse protéger contre le développement d'une maladie d'Alzheimer. Et donc nous n'aurons probablement pas de réponse à l'ensemble de ces mécanismes sans aborder l'ensemble de ces facteurs à l'échelle du vivant, mais également supposer qu'il n'y aura pas qu'un seul traitement pour la maladie d'Alzheimer. Je vous remercie et bien entendu, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir visiter le laboratoire à Lille. Nous sommes situés sur le CHRU de Lille, avec l'image ici de l'entrée du Centre de neurosciences et cognition. Et si vous avez des questions, bien entendu, j'y répondrai avec plaisir. Vous avez mon adresse email également pour pouvoir envoyer des questions. Merci.